Bonsoir, il est 18h09, donc on va commencer avec quelques minutes de retard. Merci d'être venu. Je me présente, je suis Anthony Jean-Pierre Meyer, antiquaire, membre du Syndicat national des antiquaires, expert et antiquaire depuis maintenant presque 43 ans, situé à Paris. D'abord, avant de commencer cette initiation au marché de l'art primitif, l'art tribal, j'aimerais remercier Neuflize, la banque qui nous accueille ici, dans ces magnifiques locaux. Jean-Gabriel Père, qui est le président de la commission des conférences du mercredi. Camille Delcourt, qui nous assiste avec beaucoup de bonne volonté. La librairie du Louvre, qui fournit une très belle bibliographie, et vous pouvez évidemment acheter un certain nombre d'ouvrages très intéressants sur ce sujet et bien d'autres à la librairie du Louvre, bien entendu. Et puis, en dernier lieu, évidemment, notre présidente du Syndicat national des antiquaires, Madame Anne-Isabelle Berès, qui nous dirige avec un main de fer dans un gant de velours. Voilà. Donc, bonjour à tous les personnes en Zoom. Nous allons commencer d'emblée directement avec cette petite histoire du marché de l'art premier en Europe et aux États-Unis. Alors, l'art primitif, c'est un nom, c'est une étiquette. Alors, depuis le début du XXe siècle, on appelle ça différemment. Pour finir, on a quand même essayé de trouver un nom qui reste un peu général et qui couvre avec une certaine réalité les choses. Donc, au début, on parlait d'art nègre, qui ne veut pas dire une manière péjorative de regarder cet art, mais simplement que c'était la production d'une peuplade qui avait la peau noire. Ensuite, fainéant et repris par la suite par le président Jacques Chirac, on trouvait un merveilleux titre très poétique, les arts lointains. Ensuite, les arts sauvages, les arts primitifs. On a essayé les arts non littéraires, ça ne fonctionne pas tout à fait très bien. L'art tribal, chez les anglo-saxons, a très bien fonctionné et on l'a adopté un petit peu partout dans le monde. On a aussi essayé de dire que c'était les arts de l'Afrique, de l'Océanie et des Amériques, mais ça sous-entend oublier l'Arctique, l'Asie et bien d'autres endroits dans le monde. Et puis, Jacques Kershach, un marchand extraordinaire et un très grand initiateur, puisqu'il est à la source en grande partie du musée du Quai Branly et de l'intérêt pour les arts primitifs par Jacques Chirac. Il a trouvé la phrase « les arts premiers ». Donc, aujourd'hui, ce soir, vous m'entendrez dire art tribal, art primitif, art premier, de manière mélangée, mais sans préjugés. On va parler de 500 ans. En l'espace d'une heure et demie, là, nous allons faire un voyage extraordinaire à travers le temps, très rapidement, évidemment, parce que c'est un condensé. Et là, je voudrais juste mettre en avant que, commençant en 1419-20 et se terminant aujourd'hui en 2022, il est très important de se rendre compte que l'importance de ces premiers contacts avec les cultures sources, la collecte et l'étude, la préservation, puis l'incorporation des informations et des œuvres dans notre histoire de l'art est primordiale, car avec, nous avons bâti les fondements de l'art du XXe siècle et des suivants. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé et c'est avec intelligence, de la patience et de la réflexion qu'il faut regarder l'avenir ensemble avec les cultures sources afin de faire bénéficier à tous cette prodigieuse source d'émerveillement, les leçons esthétiques et humaines que constituent et que nous apportent les arts premiers. En dessous, pour illustrer mon propos, vous avez un linteau de la Nouvelle-Irlande rapporté par Festetix de Tolna, un aventurier extraordinaire franco-hongrois de la fin du XIXe siècle. Pourquoi l'art primitif existe dans le concept occidental? Eh bien, la route des épices et l'exploration de l'Afrique par les Portugais en est la source originale. Vers 1419-20, les Portugais commencent à descendre le long de la côte ouest de l'Afrique
à la recherche d'une route maritime pour rejoindre l'Inde. Pourquoi l'Asie? La route des épices, la route de la soie. Avant cette tentative, tout le transport était terrestre. Et nous allons voir par la suite que cette situation pouvait devenir un peu compliquée pour l'approvisionnement en épices et en soie de l'Europe, et évidemment aurait un très fort impact sur l'économie de l'Europe. Donc les Portugais, en descendant le long de la côte, se sont aperçus qu'il y avait des sculpteurs absolument extraordinaires dans les populations africaines, notamment en Sierra Leone, un groupe qui s'appelle les Sapis, qui sont des sculpteurs à l'époque absolument extraordinaires. La source de l'ivoire, effectivement, est africaine. Et quand vous mettez les deux ensemble, les Portugais se sont aperçus qu'il y avait un marché extraordinaire en Europe pour des objets de la plus haute prestige. Ils ont donc commandité à ces sculpteurs Sapis un ensemble d'objets, non pas des objets. Ah, bonjour. Quelqu'un me parle. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui c'est, mais je crois que c'est quelqu'un qui marche. Voilà, merci. Alors, ces objets extraordinaires sont des sellières, c'est pour mettre le sel, les épices, le sucre, sont des denrées d'une plus haute importance économique, mais aussi gustative, bien entendu, et donc les sellières étaient des objets de grande importance. Ici, à gauche, vous avez une superbe sellière sculptée de la manière dite afro-portugaise, c'est-à-dire un mélange entre les styles du Moyen-Âge qui se termine à ce moment-là, européen, et le regard africain sur la manière de représenter les personnes. En dessous, vous avez une sorte de corne, c'est un olifant. Un olifant est une corne, effectivement, utilisée pour annoncer des faits importants, pour appeler, c'est une sorte de trompette. Ces olifants sont des objets de prestige qui étaient recherchés par les grands nobles militaires, barons, etc., de l'époque, et je serais presque certain que Ronsard avait un olifant sculpté en Afrique. Je ne suis pas sûr, mais je m'avance un peu, peut-être sur de la glace un peu fine, mais beaucoup de ces olifants et de ces cornes à l'époque qui appartenaient à des gens importants étaient sculptés en Afrique, parfois aussi en Arabie. Vous avez un jeune homme qui porte un énorme défense d'éléphant, donc en ivoire sur l'épaule. C'est aussi pour vous montrer le commerce de l'ivoire blanc à l'époque était extrêmement important. Une des raisons pourquoi les Portugais persistent à descendre le long de l'Afrique pour essayer de trouver la voie maritime, c'est que, comme vous voyez en haut à gauche, la ligne bleue et la ligne rouge sont les deux routes de la soie et routes des épices qui sont terrestres. En 1453, l'Empire ottoman décide, comme ça a failli nous arriver la semaine dernière avec le gaz, de fermer les robinets et de couper la route de la soie et la route des épices. Ce faisant, les Portugais ont intensifié leur démarche vers leur progression vers l'océan Indien, et en 1497, Vasco de Gama atteint l'Inde, ouvrant la voie maritime aux épices et à la soie. Pour vous donner une idée de l'importance du commerce à cette époque-là des épices, vous avez en dessous un combat naval entre les forces néerlandaises et les forces portugaises qui se battent simplement pour les Moluques, petit territoire de l'Asie du Sud-Est. Les Moluques sont très importants à l'époque puisque c'est de là que viennent les clous de girofle. Aujourd'hui, nous allons au marché, clous de girofle en bouteille, on n'y pense pas. À cette époque-là, les clous de girofle, ce n'était pas leur poids en or, c'était leur poids 3, 4, 5 fois en or. Les Hollandais ont réussi à mettre en fuite les Portugais, mais par contre, juste pour la petite histoire, une histoire d'une bonne leçon d'économie, malheureusement, ils ont produit trop de clous de girofle et les cours ont chuté. Et donc, il y a eu, je trouve ça paradoxal, les premières destructions
de clous de girofle pour essayer de soutenir le marché. On a vu ça avec le lait, le beurre, etc. Ceci a poussé certaines personnes aventurieuses, comme Christophe Colomb, à penser qu'au lieu d'aller par l'Est et donc contourner l'Afrique, un voyage interminable, extrêmement dangereux, pourquoi pas aller vers l'Ouest? À l'époque, tout le monde sait que la Terre est ronde. On n'est pas du tout dans cette notion, comme on dit les Américains, flat earth, la Terre plate. On est déjà, depuis les Grecs, au courant que la Terre est ronde. Mais par contre, on ne savait pas quelque chose. Et c'est Christophe Colomb qui va le découvrir quelque part à ses dépens, et plus tard, aux dépens de ceux qui y habitaient. Il est arrivé sur ce qu'il pensait être l'Inde et l'Asie, et en fin de compte, il est tombé sur un énorme double continent qui barrait la route, qui sont les Amériques. Alors, il est arrivé dans la mer des Caraïbes, grosso modo à Haïti. Il a rencontré, fortuitement, bien entendu, ce n'était pas prévu au programme, les Taïnos et les Arawaks. Et nous avons ici en bas un dessin d'un magnifique siège du haut qui était l'appanage de la royauté Taïno. Alors, ce siège, en principe, est celui qui se trouve au musée du Quai Branly, mais qui est exposé à la salle des sessions au Louvre. 28 ans après, Magellan, un autre Espagnol, descend le long de la côte est de l'Amérique, arrive Cap Horn, passe les Rugissantes, qui sont, pour ceux qui ont navigué, des choses absolument extraordinaires. C'est un lieu qu'on ne peut pas concevoir tellement les courants, le vent, la température est hostile. Il arrive à passer et de l'autre côté, eh bien, la mer est calme. La mer est belle, elle est bleue, le soleil brille, le vent est aisé et il a découvert une mer qui n'existait pas et qui va appeler la mer Pacifique. En fin de compte, c'est un océan, évidemment. Et cette découverte de passage par le sud de l'Amérique du Sud va permettre aux Espagnols de remonter le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, de conquérir donc le Pérou. Et le Pérou est un des bastions de la dominance espagnole de l'Amérique du Sud. Et c'est à partir du Pérou qu'énormément de départs se feront vers la conquête des différentes régions de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord, puisque les Espagnols, comme nous le verrons tout à l'heure, sont montés jusqu'en Alaska. En même temps que Magellan est en train de se battre dans les courants des rugissants, Hernán Cortés est en train de se battre en Mexique avec les armées de Montezuma. Il est parti avec une petite centaine d'hommes, une vingtaine de chevaux, je crois que c'est 2 canons. Imaginez ces pauvres soldats dans la jungle, la chaleur, les tropiques, l'humidité, l'armure en acier sur le dos, les épées qui rouillent, les insectes, les parasites, mauvais eau, etc. Et puis, évidemment, des guerriers adverses qui connaissent le coin et qui leur tombent dessus en permanence. Eh bien, il a réussi un coup extraordinaire avec ses 100 et quelques hommes et à peu près 3000 alliés indiens des tribus qui étaient ennemis de Montezuma. Il a réussi à conquérir cet extraordinaire empire que nous appelons les Aztèques. C'est en 1520, c'est le même temps. On est à 28 ans après la découverte de l'Amérique. Vous imaginez la vitesse de déplacement, vitesse de réflexion, vitesse de mise en place en Europe des moyens pour aller faire toutes ces choses-là. Vous voyez là un petit labret en or massif aztèque. Un labret est un objet qui se place à l'intérieur de la lèvre inférieure, voire supérieure, et dont une partie passe à l'extérieur par une ouverture dans la lèvre, et qui est un ornement facial très important qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. 1520-1521, c'est juste pour vous rappeler la vitesse de progression de ce qui se passe à ce moment-là. Albrecht Dürer est de passage à Bruxelles et il tombe nez à nez avec une exposition
d'objets, de trésors rapportés par les expéditions espagnoles et renvoyés par la cour espagnole vers les Flandres, vers le nord, puisque la Flandre est aussi espagnole à un moment donné. Je dois avouer ne savoir plus si c'est exactement à ce moment-là ou pas, mais on est à peu près dans la bonne époque. Il écrit dans son journal, et je vous laisse lire, « Rien de ce que j'ai vu auparavant n'a autant réjoui mon cœur. Les objets de nouveaux pays de l'or comprennent entre autres un soleil en or massif, large comme 2 bras. C'est énorme. Une lame en argent massif de la même largeur, il y a encore 2 salles. Et là, ça devient très important parce qu'il ne parle pas que de l'or. 2 salles pleines d'armes de toutes sortes, de cuirasses, d'autres objets extraordinaires, tous plus beaux que les merveilles. Les merveilles sont ces objets extraordinaires fabriqués en Europe ou sont des choses naturelles qui sont collectées par les prémices, enfin pour les prémices des cabinets de curiosité que nous allons voir dans quelques instants. Certains de ces objets révèlent d'un art étonnant, si bien que j'ai été stupéfait de l'ingéniosité subtile des habitants de ces pays lointains. Imaginez le plus grand artiste du moment en Europe, qui est Albrecht Dürer, qui se trouve à l'égalité avec l'art donc du Mexique et d'Amérique du Sud. Il s'avère fortuitement qu'il est le premier critique d'art tribal, le premier au monde, à notre connaissance, et que cette exposition s'avère être la première exposition muséale ou commerciale ou galeriste d'art primitif dans le monde. Les cabinets de curiosité, j'en parlais, les Kunstkammer, salles d'art, sont des lieux ostentatoires des grands du monde européen. Et comme vous pouvez voir ici, c'est un sort de capharnaüm d'objets extraordinaires, parfois moins extraordinaires, mais étonnants, différents, composés de choses de la nature, mais aussi de choses fabriquées par l'homme et rapportées évidemment par les explorateurs, les colporteurs, les premiers antiquaires marchands de l'époque. Et, ce sont les précurseurs des musées d'aujourd'hui. Et voici, au milieu, il n'a pas l'air très heureux, mais il avait une collection extraordinaire. C'est Don Antonio de Medici, qui donc est mort au milieu du XVIIe siècle, et donc fin du XVe, début du XVIIe, il est en train de collectionner notamment le merveilleux masque en jade Teotihuacan qui se trouve à sa droite. En haut à gauche, vous avez la coiffe en plume de Quetzalcoatl, qui est une sorte d'oiseau de paradis d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Il est probable que ce soit une des coiffes de Montezuma même. 500 ans après, il est à Vienne, au musée Volkerkunde, il est toujours en parfait état. Ça, c'est quelque chose de très important parce que plus tard dans le discours, on va s'apercevoir que quand on parlera du présent et de l'avenir, cette préservation des objets est extraordinairement importante. Pour vous donner l'idée de l'importance à l'époque de ces objets, qui n'étaient pas du tout dénigrés, qui n'étaient pas du tout considérés comme des objets fabriqués par des sauvages, dénudés, vivant à ras de terre et grattant sur des cailloux et des morceaux de bois avec leurs ongles. On reconnaissait absolument la qualité sociale, culturelle et esthétique de ces cultures. Et donc voici un masque olmécoïde du Mexique en néphrite qui a été récupéré, on ne sait comment, rapporté en Europe, on ne sait quand. Toujours est-il, il est tombé dans les mains de Guillaume de Groff, un merveilleux orfèvre de la fin 16e, fin 17e et début 18e, qu'il a incorporé dans une sculpture en or, en argent, avec incrustation de pierre, etc. Alors, ne sachant pas que c'était une personne du Mexique, il l'a utilisé pour représenter quelqu'un de Chine. Et donc, cette sculpture s'appelle « Une personne chinoise ». Il se trouve à la résidence à Munich actuellement, donc le musée royal. On quitte les Espagnols pour un moment et on remonte un peu plus haut en Europe, les Français et les Anglais,
au lieu de s'attaquer à l'Amérique du Sud, puisque c'est déjà pris en grande partie par les Espagnols et les Portugais, vont s'intéresser à l'Amérique du Nord. Alors, juste, puisque nous parlons d'Amérique du Nord, je voudrais juste faire un petit point d'honneur. Ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. D'abord, il y avait du monde avant lui. On parle d'un peuplement aujourd'hui par le détroit du Bering venant de Sibérie, au moins à moins 30 000 ans, peut-être 35, peut-être 40, peut-être 50. On a trouvé des choses très intéressantes jusqu'en Amérique du Sud, très très bas, Argentine et Chili, qui sont beaucoup plus tôt que les traces qu'on trouve au nord. Donc, on rentre dans des moments où les découvertes vont être assez spectaculaires. Mais pour l'Europe, celui qui a découvert effectivement l'Amérique du Nord, ce n'est autre que Éric le Rouge, le fameux viking au XIe siècle, grosso modo, et qui a trouvé des vignes sur place et donc a appelé ça la terre des vignes, Vineland en anglais. Les Français et les Anglais s'intéressent donc à l'Amérique du Nord, ce qui est aujourd'hui les États-Unis et le Canada, de par l'Est évidemment, et vous avez un magnifique pot de bison peint par les Indiens des Plains, donc le Midwest des États-Unis, qui était probablement donné en cadeau royal au roi de France et qui a fini chez le marquis de Serran vers 1783 et est aujourd'hui au musée du Quai Branly, si ma mémoire est bonne, mais je crois que le marquis de Serran était versaillais. Aussi, vous avez un couteau Cri. Les Cris sont une des tribus de l'Est, du nord des États-Unis, et le fourreau, qui est typiquement un travail indigène, est orné non seulement de perlage, mais aussi de quills, c'est-à-dire des pics de porc-épic qui sont magnifiquement écrasés, aplatis, teintés et cousus. Une sorte de broderie. Le couteau, lui, a un manche en os et une lame en fer d'importation. On est déjà en train de voir l'impact européen avec les biens de consommation et les biens utiles qui arrivent. En dessous, pour illustrer les efforts de conversion, vous avez une ceinture de wampum. Il va y avoir une magnifique exposition qui va s'ouvrir très bientôt au musée du Quai Branly sur le wampum. Ce sont des ceintures faites de perles d'un coquillage mauve très particulier qui servait de monnaie d'échange pour les Indiens de la côte Est. Donc, c'est l'équivalent du diamant du roi, si vous voulez. Donc, cette ceinture a été fabriquée à l'intention de la France par les Hurons-Wendat, une tribu des indigènes du nord de l'Est de l'Amérique. Ce sont les Hurons de Lorette, une communauté jésuite déjà, on est fin du XVIIe siècle, et les jésuites ont déjà réussi à implanter et convertir des populations. D'un autre côté, les Hollandais ne sont pas du reste, et suite à cette petite intervention qu'on a vue avec les Portugais, ils ont pris l'Asie du Sud-Est comme leur fief, et étant des gens extrêmement pragmatiques, au lieu d'en faire une histoire gouvernementale, royale, étatique, ils ont laissé le commerce faire. Et donc, les commerçants se sont réunis en une compagnie, et je vais essayer de l'épeler correctement pour nos amis néerlandais, Verenigde Oost-Indische Compagnie, donc la Compagnie des Indes orientales. Et cette Compagnie des Indes orientales, qui est une véritable entité commerciale, qui n'a rien à voir avec l'État, va devenir aussi puissant qu'un grand État dans le monde. Malheureusement, pour des histoires de gestion, cette compagnie finira un peu mal et sera disloquée un peu plus tard. Mais à cette époque-là, cette Compagnie des Indes orientales contrôlait tout le marché de tous les denrées qui sortaient de l'Asie de l'Est. Par la même occasion, on parlait du Pérou tout à l'heure, les Espagnols, prenant l'or et l'argent en Amérique du Sud sur la côte ouest, ont instauré un système de transport vers l'Espagne qui, au lieu de descendre et repasser par le Cap Horn,
aller directement aux Philippines, parce que les Philippines étaient déjà espagnoles et converties au catholicisme à cette époque-là. Ils avaient créé d'énormes navires qu'on appelle les galions noirs. Alors, ces galions noirs, remplis de butin, cinglés de Lima par les Mariannes, c'est-à-dire un petit groupe d'îles tout à fait au nord-ouest du Pacifique, pour ensuite redescendre sur les Philippines. Paradoxe de cette histoire, en fin de compte, le Pacifique a été traversé de l'est en ouest en permanence par les Espagnols et ils n'ont quasiment rien vu. Alors c'est vrai qu'il y a une expédition espagnole qui s'est installée aux Marquises, une autre qui s'est installée au Vanuatu et une autre qui s'est installée au Salomon. Tout ça à la fin du XVIe siècle, vers 1590-96. À tel point, ils se sont installés au Salomon et au Vanuatu qu'ils ont laissé des hommes, ils ont laissé une fortification. Ils ont créé une petite entité, ce qu'on appelle un comptoir. Et ils sont même revenus pour essayer de continuer plus loin. Les îles Salomon s'appellent Salomon pour une raison très simple, c'est que les Espagnols cherchaient les mines du roi Salomon d'une manière pas biblique, mais d'une manière très terre à terre. Ils voulaient les diamants et l'or du roi Salomon. Et arrivant sur les îles Salomon, ils se sont aperçus que les indigènes avaient, excusez-moi, des morceaux d'or, des boules d'or, et qui les incorporaient dans leurs objets. Ils étaient absolument persuadés d'être tombés au bon endroit, au bon moment. Mais malheureusement, cet or, c'est ce qu'on appelle en anglais fool's gold, l'or des abrutis, c'est de la pyrite. Voilà. Donc les Espagnols, finalement, ont trouvé les îles Salomon, très gentiment les ont nommées, mais ne sont pas revenus avec grand-chose à l'époque. Tout de suite après, on est à la fin, enfin, on est à la milieu du XVIIIe siècle. Nous sommes le siècle des Lumières, le siècle de la découverte. Nous précédons le siècle industriel et la science a une importance capitale pour le développement en Europe. Le capitaine Cook est chargé d'une mission de la plus haute importance, aller dans le Pacifique, trouver Tahiti, qu'on sait existe, étrangement, bien que semble-t-il personne n'y a été, mais on sait que ça existe, et vous y allez, et vous allez mesurer là-bas, avec les instruments de la science actuelle, le transit de Vénus. Le transit de Vénus, c'est le passage de Vénus devant le Soleil. C'est une sorte d'éclipse, si vous voulez, bien que ça ne nous affecte pas à nous, la Terre. Mais ce passage d'un corps plus petit que le Soleil en négatif permet de mesurer le temps et donc la distance. Et si vous faites une mesure en parallaxe de 3 points différents du globe au même moment, vous arrivez à mathématiquement, et ne me demandez pas comment faire parce que je suis nul en maths, on arrive à calculer la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, fin du 18e, on est très très sûr déjà de la distance entre la Terre et le Soleil. Mais Cook est parti avec une enveloppe scellée, à ouvrir qu'en mer. Et dedans, il y avait le commandement d'aller chercher le continent qui devait exister, mais que personne n'avait jamais trouvé, le continent du Sud. Parce que la Terre, d'après les scientifiques, ne pouvait pas tenir dans l'espace s'il n'y avait pas un contrepoids. On connaissait le poids du Nord, on connaissait le poids de l'Europe, l'Afrique, l'Amérique maintenant, mais en bas, il n'y avait rien. Alors comment se fait-il que la Terre ne se retournait pas? Cook est donc chargé de trouver le continent du Sud, qu'il trouvera effectivement, l'Antarctique. Il est chargé aussi de trouver le passage nord-ouest. On a le passage sud-ouest, c'est-à-dire en dessous de l'Amérique du Sud, mais on n'arrive pas toujours à passer, disons, de la Newfoundland, pas la Nouvelle-Angleterre, mais là, au Canada. Bon, on n'est pas capable de passer de l'est du Canada à l'Alaska par le nord, évidemment, il y a la glace, etc. Mais on pense que c'est faisable en partant de l'ouest. Et donc, le Northwest Passage, passage du nord-ouest, est une des missions de Cook.
Par la même occasion, il est chargé de prendre pour la reine, ou pardon, pour le roi, l'ensemble des territoires intéressants rencontrés. Et c'est ce qu'il fait. Il voyage 3 fois dans le Pacifique et il découvre, bien que c'était déjà connu par les gens qui y habitaient, mais il découvre pour les Européens la Nouvelle-Zélande, une partie de l'Australie, Tonga, Vanuatu, Tahiti, les Marquises, la Nouvelle-Calédonie, etc., etc., etc. La nouveauté ici, c'est que le capitaine Cook est parti avec une équipe de scientifiques, notamment le premier voyage sur Joseph Banks, qui était un grand spécialiste, entre autres, de la botanique. Et ils sont chargés de rapporter les objets et les informations sur des populations rencontrées. Et de ce fait, et vous avez en bas à gauche quelques objets dessinés par une jeune femme qui s'appelait Sarah Stone. À l'époque, donc, ce sont des objets rapportés par Cook, peints à l'époque de Cook. Donc, nous avons le moyen, déjà, de l'époque, de les identifier aujourd'hui comme étant sûrs. Ce sont les objets rapportés par Cook. Par la même occasion, vous avez la Pérouse, qui est chargée par le roi de France de faire la même chose à peu près. Malheureusement, la Pérouse, qui est un merveilleux navigateur et capitaine, fait naufrage à Vanikoro et disparaît. Et personne ne le sait. Et ce n'est que très récemment que les épaves ont été excavées, investiguées. On a retrouvé, même paraît-il, un morceau d'os qui serait peut-être un os de la Pérouse. Voilà. En dessous de la Pérouse, vous avez un dieu d'Hawaï, extraordinaire sculpture d'une puissance redoutable, en bois sculpté. Et et donc à la fin du XVIIIe siècle, on termine le siècle des Lumières. Là, vous avez la grande salle de la connaissance du British Museum, qui est un endroit absolument fantastique. Et à gauche, vous avez l'artificialia, qui sont les objets fabriqués par les hommes, et à droite, la naturalia, les objets fabriqués par la nature. L'Afrique, dans toute cette histoire, est relativement abandonnée pour plusieurs raisons. L'un étant que c'est physiquement extrêmement compliqué. Et puis, on est très, très occupé à cette époque-là aussi en Europe à se guerroyer entre différents États. Mais avec la fin de la siècle des Lumières, démarre le siècle de l'industrialisation, et là, on a besoin de quelque chose. On a besoin de denrées, on a besoin de bois, on a besoin d'ivoire, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin d'or, on a besoin de diamants, on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et au lieu d'aller le chercher très loin en Asie ou en Amérique, il suffit de regarder vers le sud, un continent entier nous attend. Là, vous avez quelques objets majeurs d'art africain qui sont rapportés par les différents administrateurs coloniaux, militaires, voyageurs de commerce, voyageurs explorateurs, tout court. Certains sont au musée du Quai Branly, d'autres circulent sur le marché. J'ai inclus pour une fois une jarre berbère aussi, cette très belle jarre polychrome, parce que habituellement, dans ce genre de conférences ou dans le marché de l'art tribal ou premier en général, on oublie un petit peu la partie Afrique du Nord au profit de l'Afrique subsaharienne. Et donc, juste pour vous rappeler, nous rappelons qu'il y a un art extraordinaire au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, etc. Voici quelque chose d'assez intéressant. C'est un peu difficile à voir sur l'écran ici à Paris, mais vous, sur vos écrans Zoom, vous le voyez bien. La colonisation entre 1600 et 2000. 1600 à gauche, vous voyez que l'Amérique du Sud est un petit peu espagnolisée sur la côte ouest, le Mexique aussi. La Russie bleue est très grande. Et au milieu de la carte, vous avez une partie grise foncée qui ne paye pas de mine, mais c'est l'Empire ottoman qui a colonisé une grande partie de l'est de la Méditerranée. En 1800, on s'aperçoit qu'en Amérique, la colonisation a sérieusement pris, avec l'Amérique du Sud entièrement divisée entre, à gauche en jaune, les Espagnols
et envers le Brésil avec les Portugais. Et il a fallu un décret papal pour qu'on en arrive à partager les choses. Vous avez au nord le rose bonbon, c'est les États-Unis qui commencent. L'indépendance par rapport à l'Angleterre est faite. Le rouge en haut, c'est le Canada, c'est la partie britannique. Et regardez tout à fait à gauche, l'Alaska est mauve comme la Russie. L'Alaska est russe à l'époque. En 1914, un changement énorme s'est opéré. En 100 ans, l'Amérique a perdu sa colonisateur espagnol. Les pays se sont développés individuellement. L'Amérique a été entièrement américanisée, y compris l'Alaska qui a été racheté aux Russes. Le Canada est entièrement pris par les Britanniques, mais en fin de compte, les Canadiens qui appartiennent au Commonwealth. La Russie continue tranquillement de s'étendre. L'Empire ottoman en 14 est relativement grande. Elle va diminuer très rapidement, effectivement, en 18, puisque les Turcs se sont alliés aux Allemands et donc, perdant la guerre, vont perdre énormément d'entre-gens. Mais regardez l'Afrique. C'est étonnant. C'est un calicot. Et le bleu, c'est les colonies françaises. C'est incroyable, c'est un tiers de l'Afrique. Alors, c'est tout petit sur mon écran, mais le Portugal, c'est le vert foncé. Le vert clair, c'est l'Italie tout à fait en haut, l'Éthiopie, et puis le Soudan tout à fait en bas. Et vous avez aussi l'Allemagne qui a un petit morceau, et puis l'Angleterre un peu plus à l'est de la France. Et au milieu, en bleu clair, un joli morceau de l'Afrique qui est belge. C'est le Congo belge. Et qui, pendant un moment, juste pour la petite histoire, appartient au roi Léopold à titre personnel. Ce n'est pas un bien de l'État. C'est un bien personnel qu'il cède effectivement à l'État par la suite. Et en 2007, on s'aperçoit que la notion coloniale a très fortement diminué. En bas à droite, vous avez une image extraordinaire de la début du 18e, William Blake, merveilleux artiste anglais, qui illustre la belle Europe au milieu, toute blanche et délicate, soutenue à gauche par la belle Afrique et à droite par la belle Amérique. Mais ce qu'il faut lire à gauche, c'est qu'à partir du XVIIe et XVIIIe siècle, il se produit donc un dépeuplement et une destruction conséquent, sociale et culturelle, due, entre autres, à l'esclavage en Afrique, aux Amériques et en Océanie, la conversion religieuse au christianisme. En Afrique et en Asie, l'islamisation contribue aussi à la destruction sociale et culturelle des populations d'origine. Et il y a le moment fatidique du sac de la ville de Bénin, qui est en 1897, où une force expéditionnaire anglaise va s'attaquer au ville-royaume du Bénin et va entièrement le détruire. Mais aujourd'hui, nous savons que c'était très bien organisé. Et qu'en fin de compte, il y avait, dans cette démarche évidemment de redressement de tort, puisqu'il y a de cela aussi, il y avait aussi une démarche commerciale. Et on peut le voir avec le catalogue de la maison de vente Stevens, qui en 1902 vend une très belle sélection d'objets en ivoire, bois et bronze pris à Benin City. Mais il ne faut pas attendre 1902. Je n'ai malheureusement pas retrouvé le catalogue, mais il y a eu une vente en 1897, quelques mois après le retour. Donc, il y avait déjà la notion que ces objets d'autrui pouvaient avoir une valeur commerciale conséquente. Et dans ces ventes, beaucoup d'objets ont été achetés par les musées, notamment les musées allemands, sous la direction de Van Luschan, qui était le directeur du musée de mémoire de Berlin ou de Hambourg,
qui a poussé l'ensemble des musées d'Allemagne à acheter massivement ces objets extraordinaires, puisqu'ils le reconnaissaient une qualité esthétique absolue. Et que c'était aussi un moment extraordinaire pour pouvoir justement récupérer tout ça. Le début du marché de l'art tribal ou art premier, cette belle statue indonésienne marche vers nous d'une manière assez déterminée. Le marché est composé de marchands, de commissaires-priseurs, de collectionneurs et de musées. J'ai pris Charles Raton comme exemple de marchand. C'est lui c'est notre père à nous tous dans le marché. J'ai pris Guy Ludmer comme commissaire-priseur parce que c'est lui tout seul a soutenu le marché dans les années maigres des années 80-90. J'ai pris Michel Périnet puisque sa collection de bijoux d'art tribal ou primitif vient de se vendre avec des prix records. Et j'ai pris notre musée du Quai Branly Jacques Chirac parce que c'est le premier musée qui est créé pour mettre en valeur les objets d'art premiers ou primitifs. Comment ça s'est passé, ce début de marché? Mythiquement, en 1906 ou 1907 ou 1905, on ne sait pas exactement, Derain aurait montré peut-être ce masque Fang à Vlaminck, Picasso et Matisse. Et de là, il y a eu une sorte d'explosion d'intérêt, un foisonnement d'idées, etc. Détrompez-vous, la rencontre a sûrement eu lieu, ils ont quand même discuté beaucoup sur ces objets, mais ce n'est pas une rencontre précise qui a fait quoi que ce soit. Tout le monde courait déjà après les objets d'art primitif qui arrivaient justement en France, en Allemagne, en Angleterre, moins en Espagne, moins en Italie, pas mal en Hollande, en fonction des colonies évidemment. Beaucoup d'artistes couraient après ces nouvelles formes. Il y avait vraiment un engouement, c'était étonnant. Vous ne pouvez pas imaginer, concevoir le corps d'une femme fait en triangle. C'est fantastique. N'oubliez pas qu'on sort du pompier à cette époque-là. On sort de l'ère pompier à Paris. On commence à peine à s'intéresser au cubisme. Cézanne est en train de faire ses touches de toit. Okay. La littérature s'y met très tôt. 1915, Karl Einstein, grand philosophe de l'art, publie Negerplastik, la plastique dans le sens sculpturel, la plastique noire. Et toujours est-il, nègre n'est toujours pas péjoratif. Le voilà d'ailleurs à Paris en train de siroter un verre dans un café à la fin de sa vie, juste sous une magnifique tête Fang du Gabon qui va réapparaître plusieurs fois dans cette conférence. Les marchands, le début de 1890 à peu près à 1940, là nous avons le tiki de Picasso. Magnifique tiki des îles Marquises que Maya Picasso-Widmer vient de donner ou céder d'une manière ou d'une autre au musée du Quai Branly. Le premier marchand qu'on peut vraiment reconnaître en tant que tel, c'est W.D. Webster, 1895 jusqu'à vers 1901. C'est le premier à publier des catalogues. C'est la redoute de l'art primitif. C'est le eBay, même pas l'eBay, excusez-moi, c'est le Amazon de l'art primitif. Il publie des catalogues, d'abord dessinés, et ensuite, avec l'avancement de la photographie, il commence à utiliser des images photographiques en photogravure. Les images sont exactes. Vous pouvez acheter l'objet par courrier, vous envoyez votre, entre guillemets, chèque, votre règlement. Ça n'existait pas les transferts bancaires comme nous avons aujourd'hui, la carte de crédit. Donc imaginez le temps, la manière de faire pour le marchand. Comment est-ce qu'il rencontre ses clients dans le monde entier? Webster vendait dans le monde entier. Il recevait des lettres du monde entier, des commandes de partout, des musées qui commandaient des longues listes. Et ça partait par transport, par bateau évidemment, puisque l'avion n'existait pas encore. Et vous voyez la grande page blanche, Illustrated Catalogue, et au milieu, Benin City, West Africa. On est en 1902, je crois, il me semble. Je n'arrive pas à le lire d'ici. Oui, je crois que c'est 1902. Un catalogue voué exclusivement à la vente d'objets du Bénin. Voici un autre marchand anglais,
Ne cherchez pas pourquoi tout le monde démarre avec un W, je n'ai jamais compris, mais le W est un initial très récurrent à ce moment-là. W.O. Oldman, un merveilleux marchand collectionneur qui a amassé probablement la plus grosse collection en Angleterre jamais vue, de toutes les différentes contrées, à tel point que je vous illustre ici la photo du fond. Il est avec une tête du Bénin. Vous avez un énorme tambour africain à côté de lui. Derrière, dans le fond à droite, un bâton de guerre et de commandement de l'île de Pâques. La photo en haut à gauche, vous voyez la cape d'Hawaï dans la vitrine de gauche. Vous voyez sur le mur ces petits ronds à côté des massues et des pagaies. Ce sont des ornements de poitrine en ivoire de cachalot et de perlage de nacre de Fidji, des objets de la plus haute prestige. Et puis, devant, une petite illustration avec beaucoup de massues de guerre, notamment de Polynésie, mais aussi, surtout, une page de son catalogue avec des dagues et des couteaux d'Asie, d'Asie du Sud-Est et d'Arabie. En Allemagne, il y a Alfred Fleckheim, un homme extraordinaire, à une physionomie remarquable, qui malheureusement servira aux nazis comme étant la caricature même du juif dégénéré, et il se retrouvera en plein milieu portraité dans l'affiche pour l'art dégénéré. Malheureusement, il a dû fuir l'Allemagne et il est mort tragiquement à Londres, assez jeune. Alfred Fleckheim est un visionnaire, un homme absolument extraordinaire, d'un érudit, d'un savoir, d'une précision, de goût, qui, vous voyez la petite publicité, Galerie Fleckheim, est probablement le premier à mettre dans la publicité œuvres de Degas et de Rodin, sculptures et tableaux modernes, art polynésien. C'est peut-être le premier à amalgamer ensemble ces arts primitifs, ces arts lointains, avec l'art courant, donc de l'ère moderne. Alors, le Capharnaüm est absolument fantastique. Beaucoup de ces objets se retrouvent sur le marché ou dans les musées. Il s'agit de l'arrière-boutique d'Anthony Innocent Maurice, avec un nom pareil, il ne pouvait être que gendarme, qu'on appelait le Père Maurice, affectueusement. Il était à Pigalle et avait une boutique de parapluies et ombrelles. Et dans l'arrière-boutique, il vendait de l'art primitif. Et tous les artistes et tous les grands marchands et collectionneurs de l'époque se fournissaient chez lui. Justement, ce jeune homme en bas à gauche, qui est Paul Guillaume, commence, lui, sa carrière à 13, 14, peut-être 15 ans, dans le garage mécanique où il a trouvé son premier vrai travail, à vendre des objets rapportés par les colons. Et en quelques courtes années, une dizaine à peine, puisqu'il meurt très très jeune, il devient l'œil infaillible du marché de l'art primitif, mais aussi, surtout, de l'art moderne. Regardez ce qu'il a au mur chez lui. Regardez ce qui accompagne tous ces Picasso. C'est Modigliani, c'est lui qui a découvert Modigliani. Paul Guillaume est un phénomène extraordinaire. On a parlé de Matisse tout à l'heure comme découvreur, mais je le ramène ici pour vous montrer une chose normale, quotidien, classique, mais que je trouve à une certaine douceur. Vous avez ici la publicité du Vieux Rouet, qui était un marchand d'art primitif installé rue de Rennes. Et tous les jours, ou presque, en allant à son atelier, Matisse passait devant. Et il rentrait. De temps en temps, il achetait quelque chose. Et un jour, en 1906, il a acheté ce petit fétiche du Congo, qu'on trouve à gauche. Et en 1907, il l'a peint dans cette sorte d'esquisse, peut-être préalable, d'une nature morte à la jarre. C'est pour vous montrer que cet art primitif, à cette époque-là, devient déjà une normalité. Et on commence à l'incorporer complètement dans la vie de tous les jours. Voilà le 87 rue de Rennes aujourd'hui. Comme quoi les choses changent. Okay. Deux autres extraordinaires marchands, qui sont Charles Vignier, le dandy en bas à gauche, avec le masque songuet extraordinaire, et Joseph Brumer, avec cette tête fond qu'on a déjà vue illustrée par Karl Einstein. Ces deux-là
vendent à Paul Guillaume, qui vend, lui, vers les États-Unis, nous le verrons dans un moment. Ici, quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection, Bella Hine, je ne l'ai jamais connu, mais j'ai connu membre de sa famille. Je pense que toi aussi. Et j'ai une sorte de petite histoire personnelle très agréable avec la famille Hine. Et Bella Hine venait de l'Europe de l'Est, était un artiste. Évidemment, arrivé à Paris, jeune, ne pouvait pas survivre avec sa production artistique et s'est mis à acheter, à vendre des objets d'art primitifs. J'ai découvert un œil extraordinaire. Alors, on peut se poser des questions. Comment se fait-il qu'il y avait tellement de connaisseurs à l'époque avec tous un œil si aiguisé qu'il n'y avait pas une faute dans tout ce qu'on nous montre provenant de ces gens. Il n'y a pas une faute de goût, jamais. Alors, on peut tempérer un petit peu en disant que c'est vrai, il y avait beaucoup d'objets qui arrivaient, mais tout était bon. Mais détrompez-vous, déjà, fin du 18e, fin du 19e, début du 20e, les Africains, les Océaniens, les Indiens d'Amérique du Nord fabriquaient des objets pour le commerce puisqu'ils se voyaient que ça fonctionnait très bien. Donc, si on peut vendre le vieux morceau, pourquoi pas en fabriquer 3 ou 4 nouveaux pour les vendre au même prix? Personne ne verra la différence. Donc, on se pose quand même, je me pose quand même là, cette question, comment se fait-il à cette époque-là qu'il y avait un regard si sûr, si aiguisé? J'attends toujours la réponse. On retrouve Charles Raton en tant que marchand, des années 20, avec derrière lui le fameux personnage en métal Fon, F-O-N, et à côté de lui, quelque chose que je trouve extrêmement touchant, ses esquisses, ses dessins pour se souvenir. Aujourd'hui, téléphone mobile, on prend 3 photos, on les oublie. Quand je voyageais, avant l'heure du téléphone et de l'appareil photo rapide, je faisais aussi des dessins. J'ai encore les carnets remplis. Et nous sommes beaucoup à l'avoir fait. Beaucoup de personnes qui s'intéressent à la sculpture. C'est peut-être plus facile de dessiner la sculpture que de dessiner les tableaux pour les marchands, mais beaucoup d'entre nous dessinons les œuvres que nous avons achetées ou vues ou voulions acheter plus tard. En bas, vous avez un autre personnage extraordinaire, Pierre Loeb, la galerie Pierre, qui ouvre dans les années 20, notamment dans l'immeuble où je suis et qui est aussi l'immeuble de fin de vie de Derain. Donc tous les jours, je marche dans leur parc, c'est extrêmement agréable. À gauche, vous avez le Lys, qui est cet extraordinaire double personnage que Jacques Viaud, un surréaliste, qui a convaincu Albert Loeb de financer un voyage de collecte en Nouvelle-Guinée, a rapporté du fond du lac de Santani. Et cette sculpture extraordinaire a appartenu par la suite à un certain nombre d'artistes et d'esthètes extraordinaires, notamment sur Jacob Epstein, le grand sculpteur anglais. Et ensuite, cette pièce a été vendue au National Gallery of Australia à Canberra. Un personnage remarquable aussi aux Pays-Bas, Karl van Lier, artiste, mais surtout marchand. Et là, on peut voir un tableau le représentant avec 2 œuvres majeures, une maternité a priori africaine derrière lui et un personnage Ouli, c'est un personnage hermaphrodite de la Nouvelle-Irlande. Pour vous donner un exemple, le dernier Ouli qui s'est vendu a dû faire 1 million et quelques, et récemment il y en a un qui a fait 5 millions. Celui de la collection André Breton a été racheté aussi pour 1 million et quelques. Donc, le Ouli, c'est quand même un objet conséquent au niveau de l'intérêt pour le collectionneur et le marchand, et aussi au niveau du prix. Et on voit la publicité de la galerie Van Lier avec quelques objets africains, quelques objets de haute époque, d'Asie et antique. On passe de l'autre côté de l'Atlantique. On est à New York, la galerie 291, l'extraordinaire Alfred Stieglitz, extraordinaire marchand et, je dirais, metteur en scène, metteur en avant de la photographie. Un des premiers à mettre sur les cimaises la photo en tant qu'œuvre d'art. Il est secondé, même pas secondé, ils sont associés d'une certaine manière avec un homme qui est malheureusement pour beaucoup oublié, mais qui est d'une élégance extraordinaire, qui vient du Mexique, Marius de Zayas. Et Marius de Zayas est un extraordinaire antiquaire, spécialisé aussi
dans les arts primitifs, mais touchant au tableau. Il ne faut pas oublier une chose très importante, le Mexique était un endroit extraordinaire à la fin du 19e, au début du 20e siècle. C'était un centre du monde culturel, esthétique, intellectuel. N'oublions pas que les surréalistes y ont trouvé une extraordinaire résonance au Mexique. Le Mexique, nous verrons plus tard, a produit des artistes de renommée internationale fantastiques. Chose importante dans cette photo du fond, vous avez un bakota, un objet rituel funéraire du Gabon. Et à droite, vous avez une sorte de boule ronde avec une tige qui traverse. C'est une œuvre d'art. De la nature. C'est un nid de guêpes. Déjà, on est en 1910, 12, 20, on est déjà en train de comprendre que l'art, c'est une question de forme, c'est une question de regard, ce n'est pas simplement une question de fabrication. Et donc, l'art primitif ouvre la voie à cette compréhension ultime. Ici, on revient à Paris vers 1945 pour la photo du haut, un peu plus tôt pour la photo du bas. Vous avez Pierre et Suzanne Vérité, Galerie Carrefour, boulevard Raspail, presque au carrefour de boulevard Montparnasse. Un lieu assez extraordinaire pour beaucoup de raisons, notamment c'est la collection Pierre et Claude Vérité qui a été vendue à Drouot il y a quelques années et puis par la suite chez Christie's et qui a fait des prix records pour bon nombre d'objets. Nous allons passer maintenant à la période dite classique, c'est-à-dire après la guerre jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes tous classiques ici ce soir. Je vous laisse juste regarder ce trombinoscope. On ne va pas attaquer les individus, il y en a beaucoup trop. C'est juste pour vous montrer l'extraordinaire diversité du marché. Et regardez, il y a des femmes. Je vais en nommer au moins une ici, Marie-Ange Tchikolska, qui est au milieu, sortant d'une sorte de porte voûtée, avec un monsieur qui lui tient la main. Et Marie-Ange est une collectionneuse marchande extraordinaire qui fournissait le tout Paris avec les meilleurs objets après-guerre. Une autre planche de cette trombinoscope, et ici, important, ce sont des marchands d'art africains. Vous avez Murtala Diop en haut à gauche, Bassirou Kaba en bas au milieu à droite, et Mamadou Keïta en bas à gauche. Ce sont des Africains qui sont venus en Europe avec des objets africains, commercer avec les marchands européens et américains de la même manière que ces marchands commerçaient entre eux déjà, avec les collectionneurs. Et tout petit, j'ai eu l'honneur, puisque c'était quand même un très grand monsieur, de connaître Mamadou Keïta, qui est venu à Los Angeles à l'époque avec mon père, et ne parlait pas anglais, et donc mon père parle en français. Il s'est installé, pour ainsi dire, chez nous. Et juste une anecdote extraordinaire, pour vous dire l'état d'esprit de l'Amérique des années 60. Ma mère allait tous les jours au marché dit Farmers Market, c'est donc une sorte de grand marché ouvert, où elle achetait ses légumes, son pain, dans des échoppes où tout le monde la connaissait. Et elle nous a emmenés, évidemment, les enfants petits, quand nous n'étions pas à l'école. Et un jour, Keïta est là, et elle lui dit, bah, tiens, viens avec moi, on va aller au marché. Et donc voilà, ils sont partis. Keïta habillé à l'occidental. Froideur totale de la part des commerçants vis-à-vis de ma mère. Ils avaient à peu près le même âge. Ma mère avait la trentaine, Keïta aussi. Les gens ne comprenaient pas. Ma mère, offusquée, rentre à la maison et lui dit, demain, tu mettras ta tenue traditionnelle. Et le lendemain, ils sont retournés au marché avec Keïta magnifiquement habillé avec sa tenue traditionnelle, brodée d'or, de couleur bleue extraordinaire, avec le petit calot, etc. Et alors là, tout le monde les a reçus avec les honneurs, parce qu'ils étaient face à un prince africain, un exotique. Mais d'un côté, un noir, et de l'autre côté, un prince, ben, c'était ça à l'époque. C'est terrible. Ici encore, on termine assez rapidement avec, malheureusement assez rapidement, avec tous ces merveilleux personnages. Ce sont tous des caractères extraordinaires, des gens qui en ont vu, qui en ont fait voir, et qui ont
façonné et créé ce marché qui nous anime tant. Certains sont partis il y a longtemps, d'autres très récemment. Et d'ailleurs, sur cette planche-là, vous voyez qu'en bas, il y a 2 ou 3 cases vides. C'est fait exprès. Il y en aura toujours pour les remplir. Et là, vous avez aussi un ensemble de gens absolument extraordinaires, notamment en couleur à gauche, Merton Simpson, qui est le premier marchand de très grande envergure absolument internationale, qui est un noir américain, donc un afro-américain, qui est un musicien de jazz et un peintre assez remarquable, et qui est devenu un des plus grands marchands au monde de l'art africain, mais aussi océanien, précolombien, etc. Un merveilleux masque de Teotihuacan qui appartenait à Matisse, mais pas Matisse le peintre, le fils marchand de tableaux aux États-Unis et grand collectionneur d'art contemporain. Ce masque a fait un très très joli prix il n'y a pas longtemps. Il est d'une qualité absolument extraordinaire. Les mouvements artistiques du XXe siècle, on commence évidemment par le cubisme avec Picasso et Braque, on tourne tout de suite vers le Dada 1919, Tristan Tzara, ensuite, bien entendu, concomitant, il y a l'expressionnisme avec notamment Émile Nolde qui a peint cet extraordinaire tableau. En bas, à droite, vous avez une tête Munduruku, une tête préservée d'ennemis d'Amérique du Sud. Ce n'est pas un masque, c'est une véritable tête, crâne avec la peau préservée dessus. En bas à gauche, l'équipe surréaliste, on ne va pas tous les nommer, et en bas à droite, le groupe Cobra. Cobra, ça veut dire Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. C'est un sorte de consortium d'artistes de ces 3 villes, avec aussi Alechinsky pour la France, et notamment Karl Appel, et qui collectionnait et qui s'intéressait à l'art primitif. Les artistes, évidemment, ont une importance extraordinaire dans ce marché. D'abord, il y avait les marchands, mais les artistes sont pour beaucoup ceux qui ont initié les marchands. Et là, il y a quelques artistes extraordinaires, dont Paul Gauguin, évidemment, mais lui n'a pas été tellement un collectionneur, mais c'est à travers son regard et sa présence aux Marquises à Tahiti que beaucoup de gens se sont tournés vers cet art du Pacifique. Vous avez Lipschitz, Henri Moore, Wilfredo Lam et Paul Klee qui ont tous collectionné cet art. Je reviens vers Matisse parce que peu de gens savent, mais que Matisse était un vrai collectionneur. Et là, dans le fond de la photo, en silhouette devant la fenêtre, il y a sa sculpture de cerf. Mais à droite, dans le carré orange que j'ai mis un petit peu en exergue, il y a une extraordinaire sculpture malingrane de Nouvelle-Irlande. Et elle n'est pas petite, elle est très grande et très imposante. Ça, c'est une photo qui a été prise vers 47, boulevard Montparnasse. D'autres artistes qui s'intéressaient dans le secteur allemand étaient Emil Nolde, bien sûr, Wolfgang Pahlen aussi, Carl Schmidt-Rottluff, dont parfois les sculptures sont tellement proches de l'art Fang que c'est indissociable. On ne peut pas les distinguer parfois les uns des autres. Et évidemment, Ernst Ludwig Kirchner, que vous voyez en bas à droite, dans sa grotte primitive, il avait créé une sorte de mini-cabaret chez lui où il se passait beaucoup de choses, avouables et inavouables, je présume, mais on voit très bien une très grande sculpture africaine sur la gauche de la photo. Et voici Diego Rivera et Frida Kahlo, collectionneurs d'art précolombien extraordinaire. Si jamais vous avez la possibilité d'aller au Mexique, allez-y voir le musée Diego Rivera de l'art mexicain. C'est un trip en soi. Frida Kahlo, évidemment, on la connaît, mais Georgia O'Keeffe, qui savait que Georgia O'Keeffe s'intéressait à l'art primitif? La voilà photographiée par qui? Son mari, Alfred Stieglitz. Et elle tient dans sa main cette magnifique cuillère africaine qui d'ailleurs vient d'être vendue. Une partie de sa collection a été vendue en vente récemment. À droite, vous avez Barbara Hepworth, étudiante de Henry Moore, évidemment, et qui, si vous allez voir son atelier à Land's End, vous allez vous apercevoir qu'il y a une sorte d'allongement de haches en pierre néolithiques qui sont posées là, qui sont des rappels de forme qu'elle utilisait pour s'inspirer de son œuvre. Et même une de ces grandes sculptures avec un trou au milieu s'appelle le Churinga. Le Churinga sont ces fameuses lames gravées en bois ou en pierre des aborigènes
et qui relate les grandes histoires de la création à travers un système mémotechnique de motifs non littéraires, si je puis dire. Aussi Alberto Giacometti avec un magnifique Bacota sur son bureau. Le groupe surréaliste chez Peggy Guggenheim, c'est la collection de Max Ernst qui est exposée. À l'époque, ils sont ensemble. Et dans les fenêtres, vous avez une bonne partie de la bande, plus ou moins nommée. Otto Dix, grand artiste allemand extraordinaire, très féroce, avec son Uli, qui vient d'être redécouvert il y a quelque temps. André Lott, avec une très belle collection d'art africain. Et Epstein, dont on a parlé tout à l'heure. Et qui savait que Calder collectionnait l'art primitif? Eh ben, moi, je ne savais pas jusqu'à ce que je tombe sur cette photo. Noël 65, chez les Calder, le Bacota en haut à droite, le dieu du maïs aztèque en bas à droite, et puis il se passe quelques petits trucs au niveau de la cheminée. Et les artistes de l'abstraction américaine, l'école de New York, personne ne sait que ces gens-là aussi s'intéressaient à cet art primitif, notamment Jackson Pollock, qui s'intéressait au chamanisme. Et il y a eu une très belle exposition ici à la Pinacothèque en face de chez Fauchon, derrière la Madeleine, il y a déjà un moment. Clifford Steele, qui sait que Clifford Steele, avec ses grandes abstractions, s'intéressait à l'art primitif? Clifford Steele, il est né dans une réserve indienne. Son père était officier de réserve indienne. Et donc, toute son enfance, il a dessiné. Et si vous allez au musée de Clifford Steele à Houston, vous avez une magnifique salle avec ses dessins de sa jeunesse. Et puis, Adolphe Gottlieb, extraordinaire collectionneur, notamment d'art africain, un artiste merveilleux. Pardon, je tourne en arrière. On arrive aux institutions, au musée. Là, vous avez une extraordinaire cap-cap de la Nouvelle-Irlande, rapportée il n'y a pas trop longtemps, dans les années 50-60, par un extraordinaire personnage qui était Jean Benoît, un des derniers surréalistes, et qui a beaucoup voyagé dans le Pacifique avec un autre personnage extraordinaire qui était Pierre Langlois, un très très grand marchand, dont le marché en général sait peu, mais c'était quelqu'un aussi avec un regard et une manière de faire extraordinaire, et qui a fait énormément de collectes dans les années 50-60 en Océanie, mais aussi en Afrique, et qui était l'associé de Henri Camer et d'Hélène Camer, plus tard Leloup. Donc ce cap-cap vient de Jean Benoît. Pardon, je retourne en arrière. Les institutions, voici le premier musée dont on a la trace des collections en entier, mais surtout, pourquoi? Parce que ça a été vendu aux enchères. C'est le musée Lévert, ou Léverian. Ce musée, créé à partir de 1775, il me semble, incorpore les collections de plusieurs personnages hauts en couleur qui se succèdent, qui s'achètent le musée les uns derrière les autres, qui ajoutent, et dont le dernier, Sir Ashton Lévert, fait des mauvais investissements et se retrouve à sec, obligé de vendre. Et il met en vente le musée en entier. Le catalogue, là, est très clair. C'est la partie première. Et la vente, là, c'est marqué dessus, est prévue pour durer 8 jours. Vous imaginez la quantité d'objets, naturalia, artificialia, évidemment. Mais on a vendu aussi les vitrines, parce que tout était fait pour pouvoir exposer les objets. On a vendu absolument tout. Et dans ce musée Lévert, il y avait les objets rapportés par le capitaine Cook. Et à gauche, vous avez les 6 petits masques. C'est toujours peint par Sarah Stone, cette fameuse artiste de l'époque, qui permet, une fois que les objets dispersés sur le marché, après la vente, de replacer les objets dans le contexte 100 ans après, voire même 200 ans après. Autre musée privé extraordinaire, puisqu'il y a très peu de musées d'État à l'époque, ça n'existe pas, cette notion. Donc, on est dans des musées royaux ou des musées privés. Vous avez le muséum Godefroy des frères Hermsheim qui avaient des comptoirs, c'était encore des commerçants, et une merveilleuse photo de Édouard, là-haut, me ressemble parfois, dans son bain en Nouvelle-Guinée. On peut avoir de l'humour aussi et collectionner l'art primitif. Voici un autre extraordinaire collectionneur, Beasley,
Beasley a tout noté sur chaque objet qu'il a acheté. Vous pouvez aller consulter à la bibliothèque du British Museum je ne sais plus combien de volumes. J'ai tout photographié un jour. Il y en a pour 3 jours de boulot à tout photographier, page après page après page. Et il a créé ce musée extraordinaire, le Cranmore Ethnographical Museum, dans la ville de Chislehurst. Et on voit une multitude d'objets, dont un objet très particulier que j'ai vu hier soir à Venise, dans l'exposition Power and Prestige, qui est cette massue qui est dans la vitrine à gauche et qui se retrouve aujourd'hui à Venise et qui sera, pour le bonheur de nous tous, exposée à partir, je crois, du 3 juin au musée du Quai Branly dans la partie française, exposition Power and Prestige, pouvoir et puissance, qui est parrainée par la Fondation Ligabue de Venise et par le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Un autre musée extraordinaire, qui existe toujours par contre, c'est le Pitt Rivers. Et là, vous avez Augustus Pitt Rivers, un général qui n'a pas fait beaucoup de combats, à ma connaissance, mais surtout qui a combattu la terre parce qu'il était un archéologue amateur et il creusait, cherchait, collectait partout en Angleterre et achetait partout dans le monde des objets. Et ce qui est important ici, c'est de savoir, non seulement il achetait aux marchands, lui aussi il notait tout. Et non seulement il notait tout, mais il avait 2 gars qui dessinaient presque tout dans les registres. Donc on a les magnifiques peintures aquarelles à peu près 2-3 cm de haut dans les registres qui permettent de tout reconnaître. Ce qui est très important ici, c'est que Pitt Rivers achetait dans les 2 grandes maisons de vente qui étaient à l'époque, à la fin du 19e, Fenton et Stevens. Stevens, on l'a vu tout à l'heure, pour la vente du Bénin. Fenton, c'est une autre maison similaire, et Pitt Rivers marque sur chaque pièce bought, Fenton, la date, la description de l'œuvre et le prix. C'est extraordinaire comme registre qu'on a. Ce musée existe toujours. Et grâce aux ancêtres, grâce à Dieu, grâce à je ne sais pas qui, les Anglais ont décidé de conserver le musée tel quel. Et il ne sera pas, il est rénové, mais il ne sera pas modifié profondément. Il ne sera pas transformé en une sorte de boutique multimédia où on voit tout sur les écrans. Voilà. Un autre personnage hors norme, c'est George Hay aux États-Unis, qui a créé le Museum of the American Indian à partir de la fin du 19e. Il est fils de banquier. A priori, ce n'est pas quelqu'un de très, très gentil. J'ai lu pas mal sur lui. Beaucoup de gens se plaignaient de son attitude, mais il payait même très cher, et il obtenait ce qu'il voulait, et il voulait tout. De ce fait, le Museum of American Indian est l'endroit le mieux fourni au monde d'informations et d'objets sur les cultures indiennes. Il faut savoir une chose très importante, on parle toujours d'objets, mais une des choses les plus importantes dans toute cette histoire de collecte sur le terrain, c'est l'information, c'est la connaissance ethnologique, anthropologique, que tous ces marchands, tous ces collecteurs sur le terrain, tous ces chercheurs, tous ces militaires ont soigneusement noté. C'est extraordinaire la quantité d'informations dont nous disposons. Et là aussi, on reviendra peut-être sur les notions de restitution. C'est grâce justement à tout cet effort, concerté ou pas, volontaire ou pas, que les cultures sources aujourd'hui peuvent disposer d'informations sur leur histoire. Parce que nous avons fait en sorte, nous sommes la première civilisation, les Occidentaux, les Européens, je ne sais pas comment nous nommer, mais nous sommes les premières personnes ou groupes culturels, groupes au pluriel d'ailleurs, à essayer de chercher à savoir comment fonctionne l'autre pour mieux comprendre soi-même. Et de ce fait, on collectionne informations et œuvres. D'autres musées qui sont beaucoup mieux connus et plus importants, donc je les ai mis en petites images, sont l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, qui est absolument phénoménal, encore que je ne l'ai pas encore vu personnellement, mais j'ai hâte d'y aller. Le Museum für Volkskunde à Berlin, qui aujourd'hui est fermé et qui est emporté, déménagé et amoindri
pour ouvrir dans ce qu'on appelle le Humboldt Forum, et qui est sujet, c'est un nouveau musée qui est sujet à beaucoup de polémiques. Nous verrons la suite avec le temps. Le musée de l'Homme, évidemment, qui n'existe plus, qui a été amalgamé avec le musée des Arts d'Afrique et d'Océanie pour former justement le musée du Quai Branly. Le British Museum, immuable et permanent. Et le Field Museum, ici dans les réserves en noir et blanc, un endroit absolument extraordinaire, une mine d'or. Un autre musée dans un musée, c'est le Museum of Primitive Art à New York, qui a été voulu par Nelson Rockefeller dans les années 50 et qu'il a confié à Robert Goldwater et René Darnoncourt, qui, eux, ont confié la conservation à un jeune très grand, un peu maigre, qui s'appelait Douglas Newton, qui est devenu par la suite un des plus grands chercheurs et esthètes et connaisseurs du Pacifique, mais spécifiquement de la Nouvelle-Guinée, mais avec un regard extraordinairement vaste. Ce musée a fermé dans les années 70 et a été incorporé à la demande et avec le financement de Rockefeller dans le Metropolitan Museum of Art, dans l'aile qu'on appelle en honneur à son fils décédé accidentellement en Nouvelle-Guinée, l'aile Michael Rockefeller. Autre endroit assez remarquable, c'est l'ouest du Canada. Alors, je me suis mis dans la photo parce qu'il fallait bien voir l'échelle des choses et puis je ne voulais pas mettre quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez cet extraordinaire personnage de gardien potlatch, un sort de totem, mais pas un tronc d'arbre, pas un poteau sculpté. Là, c'est carrément une sculpture qui fait dans les 8 mètres de haut. Dans les autres photos, vous avez des objets de Colombie-Britannique qui sont exposés, que ce soit au musée universitaire de Vancouver, au Victoria Museum sur l'île de Victoria et au Odin Museum, plus au nord-est de Vancouver. C'est à peu près 3 heures de route enneigé, montagneux, absolument magnifique. C'est un musée qui a été créé par l'envie d'un homme extrêmement riche en plein milieu d'un parking dans un resort de ski dans une vallée merveilleuse et on se demande pourquoi c'est là, mais c'est absolument fantastique. Et ça vaut les 6 heures de voyage aller-retour. Je reviens maintenant sur le musée du Quai Branly, voulu par Jacques Chirac, et vous avez notre président fondateur au milieu, lors de l'inauguration. En haut, vous avez Emmanuel Casaherou, qui est notre nouveau président directeur du musée et qui est pour partie kanak, et donc c'est un fait nouveau. Nous avons enfin atteint le niveau où on peut espérer voir, ou même pas espérer puisqu'il est là, avec bonheur, avoir des gens des cultures sources qui commencent à prendre des positions de très haute responsabilité au niveau des musées. D'autres musées privés ont fleuri, parce qu'évidemment, il n'y a pas que l'État qui a pris le pas depuis 1900, mais l'idée privée a continué. Et vous avez la fondation Dapper qui malheureusement n'existe plus. Non, le musée n'existe plus. La fondation existe, pardon. Excusez-moi, Fondation Dapper. Mais le musée est fermé et les objets ont été retirés et sont maintenant exposés dans différentes expositions de par le monde. Vous avez aussi le musée Barbier-Muller à Genève, en haut à droite, qui reste toujours ouverte et très active, malgré le décès de leurs 2 fondateurs, Jean-Paul et Monique Barbier-Muller. Et bien que Jean-Paul a vendu énormément de collections justement au musée du Quai Branly, notamment l'Asie du Sud-Est et une bonne partie de l'Afrique, mais il a conservé l'Océanie et d'autres parties de sa collection. Et donc, le musée continue avec bonheur. La Maison Rouge d'Antoine de Galbert, en dessous, c'est vrai, c'était un musée d'art contemporain, mais Antoine de Galbert était un merveilleux collectionneur, oui, toujours un merveilleux collectionneur, pardon, Antoine, de coiffes et d'objets en général, mais surtout de coiffes d'art primitif. Et là aussi, je voudrais revenir sur la générosité des gens de ce milieu. Antoine de Galbert a donné toute sa collection de coiffes au musée des Confluences. Et si vous allez au musée du Quai Branly, au niveau des vestiaires, c'est vrai que ce n'est pas très facile à voir. En France, on peut-être n'aime pas trop les côtés ostentatoires
du remerciement ou de l'argent ou des cadeaux, mais il y a le mur des donateurs en haut, près du plafond, qui est absolument extraordinaire. Il y a je ne sais pas combien de milliers de noms, et tout le monde y est. Tout le monde. En bas à gauche, vous avez un endroit extraordinaire, le Insel Hamburg Museum, près de Neuss, c'est pas très loin de Düsseldorf, en Allemagne, l'œuvre d'un extraordinaire collectionneur et mécène, spécialiste de l'immobilier, et qui a collectionné non seulement la peinture moderne, les objets antiques, l'art khmer, mais aussi les arts primitifs. Et ce musée est ouvert tous les jours de l'année. Ça mérite le voyage. On arrive au collectionneur. Alors j'ai pris cette photo qui est extraordinairement cocasse, gênant pour certains peut-être parce que on s'amuse de tête réduite, mais rassurez-vous, j'ai bien regardé, j'ai agrandi la photo, ce sont tous des têtes fausses. Ce sont tous des têtes pas humaines. Ce sont des têtes de singes, ce sont des morceaux de fourrure d'animal en Amérique du Sud qui ont été transformés. Et ces deux collectionneurs sont très heureux avec leur collection de têtes réduites. Sansa, c'est une démarche culturelle et cultuelle de certaines tribus en Amérique du Sud que de réduire la tête de l'ennemi. Comment on le fait? Eh bien, il suffit d'enlever le crâne de par l'intérieur, évidemment, de recoudre le tout, de remplir avec du sable et des cailloux chauds et de le faire bouillir dans un savant mélange de sucre végétal astringent. Et évidemment, petit à petit, la peau se resserre, s'épaissit, puisque quand on perd en surface, on gagne en épaisseur, et donc on réduit les têtes de cette manière-là. Ensuite, on les huile, on les polit, etc. Et ces têtes réduites sont le signe du succès de rang des guerriers. Aux États-Unis, une des premières personnes à faire état de l'intérêt croissant pour l'art primitif, c'est John Quinn, un homme extraordinaire qui, lors de l'inauguration du Armory Show de 1913, ne parle pas d'art primitif, il parle d'art moderne. Il dit « Il était temps que le peuple américain ait l'occasion de voir et de juger par lui-même le travail des Européens qui créent un nouvel art. » Chauvinisme là. L'art moderne est bel et bien européen d'après les Américains. Grande responsabilité. Alfred Barnes, extraordinaire collectionneur, un homme très compliqué, très difficile d'accès, paraît-il, qui a constitué un musée fondation tellement compliqué qu'il a mélangé l'art primitif avec l'art moderne, évidemment, et ça, on le remercie évidemment avec beaucoup de bonheur, mais il a stipulé dans son testament que le musée ne pouvait pas être déménagé, modifié, on ne pouvait pas prêter les œuvres. Et par la suite, il y a eu un grand combat juridique et philosophique, et je crois malheureusement qu'ils ont effectivement déplacé le musée. J'en suis pas certain. Petit trombinoscope de collectionneur. On commence par Joyce Mansour en haut à gauche, extraordinaire personnage un peu fantasque, lié au monde surréel, très 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 ami avec André Breton. Au milieu, Vincent Bounour, lui aussi comme Jean Benoît, un des derniers grands surréalistes, avec sa femme, et je m'en excuse, je ne me souviens plus de le nom de sa femme, mais qui est un artiste surréaliste extraordinaire. Paul Éluard en bas avec un fétiche du Congo au fond sur la cheminée. Willy Baumeister, remarquable collectionneur d'art océanien. Et Joseph Herman, qui, comme vous le voyez dans le fond, ne s'intéressait aux petites choses. Collection extraordinaire de petites choses, pas plus de 10 ou 15 cm. Si ça dépassait, ce n'était pas pour lui. Vous saviez qu'André Malraux était collectionneur de Kachina? D'art khmer, oui, tout le monde sait. Il a d'ailleurs payé un certain prix pour ça. Mais non, il était collectionneur de Kachina aussi. Et Max Ernst, évidemment, complètement fantasque avec son manteau de fourrure, chez Peggy Guggenheim, avec une partie de sa collection, et remarquez la taille des Kachina.
On a l'habitude de voir des Cachinas maximum 30 cm. Là, c'est des Cachinas qui font facilement 70. Roland Tual, en haut à gauche, extraordinaire collectionneur français du début du XXe siècle, avec la sculpture Yatmoul de Nouvelle-Guinée qui se trouve aujourd'hui à la Fondation Baylor et qui montre la capacité intellectuelle et esthétique du papou. Je généralise bien entendu, mais quand même assez précis ici. Regardez, cette sculpture n'existe que par le vide. C'est quand même assez fascinant. Des parenthèses et du vide. Les bras, chaque bras, c'est 2 parenthèses. Les jambes, c'est 2 parenthèses. Le corps est réduit à une sorte de tige. Le petit zizi, effectivement, il y a la grande tête d'ancêtre. Mais c'est une sculpture d'un concept absolument phénoménal. À droite, Walter Bondy, photographe franco-tchèque qui meurt malheureusement à Sanary au début de la Deuxième Guerre mondiale, grand collectionneur d'objets d'Océanie notamment. Arthur Speer, membre d'une dynastie fantastique de collectionneurs allemands, avec là, vous voyez juste une petite partie du salon, avec 2 ou 3 houlis, les crânes surmodelés les uns après les autres accrochés au mur, les tabourets d'orateurs, les bouchons de flûte de Gomorre, et puis à droite, qui ne nous regarde pas, il y a Werner Münsterberger, remarquable psychiatre allemand établi à New York et un très, très grand collectionneur d'art africain. Peggy Guggenheim, chez Peggy Guggenheim, avec un ensemble d'art primitif qui enfin aujourd'hui sort des réserves. Je me souviens, il y a 30 ans, aller à Venise, frapper à la porte, demander à voir les objets d'art primitif. Ah mais non, Peggy Guggenheim, non, pas du tout. Elle n'a jamais collectionné de l'art primitif. Je dis, mais je sais, c'est là. Et en fin de compte, c'était là, dans la cave. Et depuis pas trop longtemps, le musée a sorti les objets et commence à en faire grand état. Louise et Walter Arnsberg, collectionneurs américains, c'est juste pour vous illustrer la qualité de vie qu'on peut avoir quand on aime les objets d'art, les beaux meubles, les tableaux extraordinaires. Et regardez sur la commode du fond, l'objet deuxième en partant de la gauche, c'est encore lui, le fameux Fang qui était publié par Einstein et qui venait de Brumaire. Autre personnage hors norme, le docteur Girardin, qui justement a acheté la plupart de sa collection à Marie-Ange Tchaïkovska, dont on a parlé tout à l'heure, et qui fit don de l'ensemble de sa collection à Paris. Le musée d'art moderne de la ville de Paris est constitué sur la base de la collection Girardin. Et dedans, il y a une collection d'objets d'art océaniens et africains phénoménale, qui est en partie exposée. Absolument. Sur la côte ouest, au niveau de San Francisco, pour parler un peu d'art précolombien, puisqu'on a quand même parlé pratiquement que de gens qui s'intéressent à l'Afrique et à l'Océanie, il y avait Billy Equetta Pearson, marchand et collectionneur. Et pour ceux qui aiment Hollywood, à droite, personne d'autre que Eddie G. Robinson, le fameux Al Capone, que j'ai eu le plaisir et l'honneur, et même je dirais le bonheur de connaître dans toute mon enfance, et qui était un homme absolument formidable, et qui était un collectionneur, là aussi hors norme, très grand collectionneur d'impressionnisme, de post-impressionnisme et d'art primitif. Ici, on a André Fourquet avec Armand, devant une des œuvres accumulatives d'Armand. André Fourquet, très grand collectionneur, Armand aussi. Et derrière, si vous arrivez à le trouver dans foutoir, fatra, je ne sais pas, le bordel qu'on retrouve en haut à gauche, il y a quelque part Alan Stone, fameux marchand new-yorkais, collectionneur absolument génial, et je dirais même presque maladif, qui avait des centaines et des centaines, voire des milliers de pièces. Quelques personnalités importantes du marché, Hubert Goldet, celui par qui l'augmentation phénoménale des prix démarre pour l'art africain, notamment dans les années 2000, avec les ventes Hubert Goldet. Jean et Dominique Deménil de la fondation du même nom, collectionneur émérité de tout ce qui est le plus beau.
James Hooper, le grand collectionneur anglais, Océanie, Afrique, Amérique, etc., dont les ventes ont défrayé la chronique dans les années 60-70, pardon, 76-77. Et Andy Warhol, qu'est-ce qu'il fait là, Andy? Eh bien, Andy est un collectionneur, notamment d'art primitif, avec des objets indiens d'Amérique du Nord. Georges Ortiz, dans ma vitrine, là, j'ai réussi à le choper à la volée. Il est en train de regarder un de mes objets. Georges Ortiz était un des yeux les plus aiguisés au monde, chilien qui habitait en Suisse et qui était d'une fortune colossale et qui a consacré une majeure partie de sa fortune à l'objet d'art. Et Raymond Wilgus, un extraordinaire Américain qui, comme vous le voyez, qui était grand lui-même, mais qui aimait les grandes choses aussi. Helena Rubinstein, bien entendu, pas la peine de la présenter, deux vues de chez elle à deux époques différentes, Afrique et Océanie. André Breton, chez lui, devant son mur, photo de Madame Weiss, avec en haut, juste à droite de sa tête en haut, le grand Corvar au bras levé que j'ai eu l'honneur d'acheter et de vendre au National Gallery of Australia il y a quelques années. Et puis, la dynastie des Muller et des Barbier, avec Joseph Muller en haut, collectionneur depuis le début du siècle, extraordinaire collection, et Jean-Paul Barbier a épousé Monique, sa fille, a repris la collection et a créé sur cette collection, plus tout ce que lui a apporté avec son œil aiguisé, le fameux musée Barbier-Muller dont on parlait tout à l'heure. La fondation Beyeler, Ernst et Hildy Beyeler, la galerie Beyeler, personne ne savait, personne ne se doutait de l'intérêt pour Beyeler pour les arts primitifs. Et en fin de compte, il a constitué, sur une vingtaine d'années, une collection extraordinaire, notamment à travers une marchande, Patricia Withoff. Et donc, vous avez à gauche un des 10 ou 12 grands fétiches à clous du Congo, le fameux masque Esquimau avec Ernst qui l'imite à l'envers, et une superbe pagaie cérémonielle dite Rapa de l'île de Pâques. Ici, le cheikh Saoud Al-Thani, personnage extraordinaire, assez controversé, qui a modifié à lui tout seul le marché en y injectant littéralement des centaines de millions d'euros sur une vingtaine d'années. Il était le plus gros acheteur de l'histoire de l'art et décédé récemment, sa collection petit à petit est remise sur le marché. Murray Fromm, un collectionneur canadien, remarquable personnage, qui avait ce fameux tiki qui a fait quand même pas loin de 175 000 euros, je crois, en vente aux enchères, et un magnifique quota avec aussi un extraordinaire objet, ses pics dans les mains, un homme avec un œil aiguisé, pareil. On va s'attaquer aux grandes ventes des collections rapidement, parce que je crois que l'heure file. Oui, alors, un personnage de Jalisco, quelques catalogues des grandes ventes, un pot pourri de Vérité, de Hooper, de Breton, de Lebel, de Rhin, etc. L'expédition de la Korrigan qui a pour résultat une vente en 61 par Jean Roudillon, notre regretté ami, qui a mis sur le marché à peu près 3000 objets rapportés par l'expédition qui n'avaient pas été inventoriés correctement par le Musée de l'Homme et donc ont été obligés d'être relâchés et rendus aux familles. Quelques prix. La reine Bangwa, vendue par Helena Rubinstein en 1966 pour 26 000 $, achetée par Harry Franklin, revendue par Harry Franklin en 1990 pour 3 400 000 $. Aujourd'hui, cette pièce est dans les collections de la Fondation Dapper. Ici, quelques autres prix de la vente André Breton, un masque Esquimau à 65 000 €, un Kachina à 25, un Corvar à 100 000 et le fameux Ouli racheté à la vente par la fille d'André Breton pour être donné à la bibliothèque Jacques Tousset en cadeau et qui aujourd'hui trône sur le bureau de Breton dans le mur breton
à Beaubourg. Quelques prix encore de la vente, Pierre et Claude Vérité, 23 000 donnés pour une arme des Indiens d'Amérique du Nord. Le record absolu, 5 750 000 pour un masque Fang, 125 000 pour un masque Bragg de Nouvelle-Guinée, 271 000 euros pour un Heitiki en jade de Nouvelle-Zélande, et quelques prix très récents, ou pas trop récents, parce que le masque Home en bas à gauche a été vendu il y a bien une dizaine d'années pour 2 millions, mais vous avez en haut à gauche, au milieu et en bas à droite, 3 objets de la vente Michel Périnet, dont on parlait tout à l'heure, 7 millions 2, 9 millions 100 pour le masque océanien au milieu et 375 000 pour le masque Esquimau. Et au-dessus, extraordinaire sculpture Chipiquaro qui a fait 2 millions 1500. Quelques expositions notables, un objet Esquimau du Grand Nord, l'exposition de 23 Pablo Picasso et sculpture nègre, donc sculpture noire, au Whitney Studio Club, l'exposition Pigalle de 1930 avec le magnifique livre qui a été fait récemment par Charles Wesley Hourdet et Nicolas Roland, les expositions surréalistes de 26 et de 36, la photo de Man Ray, l'exposition African Negro Art au MoMA à New York en 1935. On voit des objets ratons, on voit des objets de Helena Rubinstein, on voit en bas, là au milieu en silhouette, troisième objet en partant de la gauche, la reine Bangwa. Primitivisme, extraordinaire exposition par William Rubin au MoMA en 84, qui mélange, enfin qui confronte l'art moderne avec l'art primitif et qui d'ailleurs a causé pas mal de problèmes aux collectionneurs marchands d'art moderne parce que beaucoup de collectionneurs ont basculé vers l'art primitif à cette époque-là. Quelques catalogues d'expositions. Je voudrais juste vous montrer celui en haut à droite, Primitive Art Exhibition, Melbourne 1943. On est en pleine guerre. Et pourtant, à Melbourne, il y a une très grande exposition de beaux objets art africains. Le marché ne peut pas exister sans les socles. Le socleur Inagaki et le socleur de Rodin, et par la suite de Raton, et ensuite de l'ensemble du marché de l'art primitif jusque dans les années 40-50. Et quand vous trouvez un objet avec cette petite sigle, sa signature estampillée en dessous, vous êtes assuré d'un plus-value et même d'une qualité. Les photographes, il ne faut pas oublier que Stephen Thompson a précédé Walker Evans de presque 50 ans. En Angleterre, les premières photographies des objets d'art primitif. Voici Walker Evans dans les années 30, qui photographie l'exposition African Negro Art au MoMA. L'avenir, de quoi c'est fait? Je n'ai pas de boule de cristal. Je suis désolé. Donc, on va la jeter. OK? Et l'avenir, eh bien, on verra. Je sais que tout le monde veut parler de l'avenir, mais moi, je ne sais pas où on va. On y va de toute façon, c'est certain. Où trouver de l'art primitif aujourd'hui? Vous avez un ensemble de salons, de regroupements, d'expositions dans les galeries, dans des lieux prévus pour cela. Vous avez des musées, vous avez des salles des ventes, vous avez la revue Tribal Art, vous avez le African Heritage Documentation and Research Center, vous avez un site arcade.com pour les résultats des prix, vous avez un merveilleux site français, Détour des mondes, qui parle de l'ensemble des arts primitifs, et puis vous avez surtout toutes les galeries, sans S, excusez-moi, j'ai oublié, toutes les galeries au pluriel de vos marchands favoris de par le monde. Okay? Voilà, pour le moment, c'est terminé. Merci. Merci. Si vous avez des questions, mon mail est sur l'écran. Il suffit de le noter. Écrivez-moi, je vous répondrai.